Bonjour, bienvenue au Paris Conteneur Day. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, on va discuter 2-3 minutes le temps que tous les participants nous rejoignent. Donc, déjà, je voulais remercier tout le monde de rejoindre cette conférence autour des conteneurs, donc organisée par Publicis Sapient et Wizkey. Donc c'est une édition un peu particulière parce que du coup on est en full remote et qu'on va faire ça sur 2 jours de conférence, donc sur les créneaux du midi et du soir. Et donc je vous présente Daniel Maher qui travaille chez Datadog et qui va nous faire un premier talk. Daniel, moi je me souviens, je crois que je l'ai rencontré la première fois, ça devait être quand il était animateur des DevOps Days à Paris, ça date de peut-être 2013, un truc comme ça, si je ne me 2013, trompe pas. 2014, quelque chose comme ça, oui, voilà. C'est ça, Ouais. on est des vieux de la vieille. Et voilà, donc tout va bien Daniel? Euh, Nickel, disons. ok. Tu vas nous faire un petit tour d'horizon de l'utilisation des conteneurs euh, en production et en général, C'est ça. sur un format de slot quickie, donc de Oui, 30 minutes. Et a priori, on aura un peu le temps pour quelques questions-réponses à la fin, j'espère bien. s'il y en a. Ouais, ce serait Voilà. sympa. Donc, merci beaucoup, Daniel, d'être là. Et puis, je vais te laisser la parole Merci. pour présenter ton Merci, talk. c'est gentil. Donc voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'avoir assisté à ce talk nommé Facts about Real World Container Use ou les faits sur l'utilisation des conteneurs dans le monde réel à Paris Container Day 2021. J'ai des slides, des diapositifs à vous montrer. Ils sont principalement en anglais, mais je vais employer la langue de Molière ou bien une sorte d'approximation de celle-ci pendant cette présentation. Donc, est-ce que les slides sont bien visibles sur l'écran déjà? Ah, voilà, ils sont là. Nickel, comme il faut. Bon, comme j'ai dit, je vais parler en français ou comme une approximation de celle-ci. Et voilà. Donc, pour commencer, nous allons traverser le temps. Traverser le temps. Notre destination, l'âge d'or est doré de 2018. Oh, quelle époque! J'ai pris la parole lors du Paris Container Day en 2018 sur la thématique des containers, de l'adoption, les tendances émergentes de l'industrie à cette époque. Ah, voilà, c'est moi. Oh, quel beau gosse, hein? Je m'appelle Daniel et je suis ingénieur dans l'équipe community chez Datadog. Bonjour, 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 hein, voilà, virtuellement. À cette époque, c'était effectivement une présentation sur Docker. Hein, voilà, mais vraiment quoi. Hein. L'adoption de Docker, la répartition d'utilisation de Docker, la taille des organisations qui utilisent Docker, les tendances de déploiement de Docker, mais du Docker quoi. Hein, voilà. Alors bref, Docker, ça suffit. Donc aujourd'hui, je ne vais plus évoquer le sujet de Docker. Ben, presque pas. Bon, on verra. Hein, voilà. Aujourd'hui, je vais surtout évoquer et surtout faire référence à ce rapport. Donc, vous voyez le lien qui est juste là. J'ai extrait de ce rapport que nous publions chaque année quelques points de données intéressants que j'aimerais développer aujourd'hui. Mais attendez, je vous entends dire virtuellement à distance. C'est quoi Datadog déjà? Bonne question, merci d'avoir le posé parce que j'ai la réponse. Datadog est une plateforme d'observabilité qui offre une visibilité complète sur l'ensemble de votre organisation. Nous couvrons de but au but de votre infrastructure et réseau à vos applications et vos services jusqu'à vos utilisateurs finaux. Mais vraiment quoi, hein? Nous relions de manière transparente vos métriques, vos traces, vos logs, anglicisme, mais les logs, signant événements tout au long de vos systèmes et infra, y compris le back, le front, le mobile, le tout, mais vraiment le tout, quoi. Il y a la sécurité là-dedans, il y a tout là-dedans, quoi. Cela permet à tout le monde
les ops, les devs, les équipes de sécurité, le côté business, tout et n'importe qui, d'avoir une compréhension commune de vos systèmes et aussi d'avoir la capacité de résoudre immédiatement les problèmes lorsqu'ils surviennent et idéalement avant qu'ils surviennent. Ça, c'est quand même le principe. Hein. Bien sûr, pour plus d'informations sur la manière dont Datadog peut aider votre organisation ou pour vous inscrire à un essai gratuit de 14 jours, visitez datadoghq.com. Bref, c'est suffisant pour le marketing. Je ne suis pas dans le marketing, moi. Je suis ingénieur. Ce qui est important, c'est le fait que nous avons des milliers de clients et que nous collectons des dizaines de milliards d'événements par jour. Des dizaines de milliards d'événements par jour, y compris des milliards de points de données autour des containers chaque jour. C'est-à-dire que nous avons quand même une certaine perspective sur le sujet, disons. Donc, dans ce rapport, nous détaillons 10 points bien clean, plus un deuxième que pour pourrir l'alignement agréable de mes slides. Voilà. Concrètement, je ne vais pas descendre dans les 11. Ce n'est pas une question d'intérêt, mais plutôt une question de temps. On n'a pas un temps illimité ici ensemble, ce qui est dommage, mais c'est comme ça dans la vie. Donc, parmi ces points, je vais vous présenter les 6 premiers points. Voilà. Mais pas dans le même ordre que dans le rapport, histoire de faire compliquer les choses afin de les garder intéressants. Bon, bref, on y go. Nous allons commencer ici avec le point numéro 2. Parce que pourquoi pas, comme à peu près tout dans le domaine de tech et de cloud, les environnements containerisés sont en train d'agrandir en termes de taille et de complexité. C'est normal. Hein? C'est une tendance qu'on a vue en 2018. Et pour bien gérer cette complexification, bon, c'est un mot, c'était nécessaire pour environ 50% des utilisateurs des containers d'utiliser une solution d'orchestration à cette époque. Donc, 50% des environnements containerisés en 2018 utilisaient de l'orchestration d'une sorte ou d'une autre. Mais quitte d'aujourd'hui. Bon, de nos beaux jours, ce chiffre passe à 90%. Oui, 8 ans des 10, c'est non négligeable. Mais pourquoi? En utilisant un orchestrateur pour automatiser les aspects du déploiement et de la maintenance des containers, les organisations peuvent non seulement déployer plus rapidement, ce qui est une bonne chose, mais également garantir que leurs applications s'exécutent de manière fiable, ce qui est aussi important, surtout à grande échelle. Nos recherches indiquent que l'orchestration est désormais la norme aujourd'hui pour les environnements de containers de toute taille confondue, c'est-à-dire Kubernetes, Amazon ECS, Mesos, Nomad, ces trucs de choses principalement. C'est donc une bonne transition, si vous voulez, vers mon point suivant, ce qui est le point numéro 1. Voilà, la montée en puissance du Kubernetes comme plateforme d'orchestration. Au tout début de 2017, Kubernetes était présent dans environ 30% des environnements containerisés. Début 2018, ce pourcentage est passé à 41%, ce qui est peut-être pas si impressionnant pour un fonds spéculatif de Silicon Valley, mais ce sont des vrais chiffres, attention. Mais cela a-t-il tenu le rythme jusqu'à aujourd'hui? Oui. La montée en puissance du Kubernetes comme plateforme d'orchestration est franchement sans arrêt. Sans arrêt. Et il faut le dire, Kubernetes est aujourd'hui devenu le standard de facto pour l'orchestration de containers globalement. De nos jours, la moitié des organisations qui exécutent des containers utilisent Kubernetes, que ce soit dans des clusters autogérés, gérés par soi, ou via un service de fournisseurs de cloud tels que Google Kubernetes Engine, donc le GKE, Azure Kubernetes Service, AKS, ou Amazon Elastic Kubernetes Service, donc le EKS. Nous allons revenir sur ces derniers ultérieurement.
Mais pour l'instant, ce qui est important à retenir, c'est le fait que l'adoption de Kubernetes dans une forme ou une autre, a plus que doublé depuis 2017 et il continue de croître régulièrement, sans arrêt, sans aucun signe de ralentissement, disons. To the moon! Ah voilà, crypto. Bon, nous continuons maintenant vers le troisième point, disons, ce qui est bien sûr le point numéro 4. Voilà, donc parlons-en de ces services cloud que j'ai évoqués il y a quelques instants. Ce que nous avons trouvé dans le contexte de l'adoption, d'orchestration, c'est que c'est extrêmement normal, disons, habituel, de ne pas gérer ses propres déploiements de Kubernetes de bout en bout. Okay? Dans cette énorme part de gâteau des utilisateurs de Kubernetes, les gens utilisent eux également de plus en plus des services dits gérés, tels que le Kubernetes Engine de Google, le Kubernetes Service d'Amazon, le Elastic Kubernetes, le Kubernetes Service d'Azure par contre, le Kubernetes Service celui d'Amazon aussi. Vous voyez ici sans doute sur le graphique la domination absolue, franchement, de GKE dans le contexte de GCP, Google. Sachant que GKE a été le premier service largement disponible parmi les principaux acteurs du cloud, qui explique le fait qu'il continue de dominer sur Google Cloud même 5 ans après sa sortie, ce qui est pas mal. Environ 90% des entreprises exécutant Kubernetes sur Google Cloud s'appuient sur Kubernetes Engine pour gérer leurs environnements de plus en plus dynamiques. AKS et EKS, les deux services étant aussi relativement plus récents, ont également connu une forte augmentation de leur adoption ces dernières années. AKS devient rapidement la norme pour les utilisateurs de Kubernetes sur Azure, dont les 2/3 l'ont déjà adopté. Et pendant ce temps-là, EKS a gagné 10 points par rapport à il y a 1 an et continue de grimper régulièrement. Bon, voilà, les statistiques, tout ça est intéressant parce qu'en 2018, nous étions plus, je ne vais pas dire évasif, c'est peut-être lourd comme mot, mais plutôt prudent avec notre langage à ce sujet. Voilà. En fait, à cette époque, ECS, pas EKS, attention, était dans une position de dominance dans AWS. Et le Kubernetes dit pure, était beaucoup plus répandu ailleurs, mais avec des tendances franchement moins claires globalement. Aujourd'hui encore, les tendances sont assez claires. Voilà. Les services cloud type géré, sont plus que normaux. Mais bon, cela veut dire quoi concrètement? Une interprétation assez raisonnable de ces données, qui est derrière soutenue par des discussions que nous avons eues avec notre communauté, et que les gens sont moyennement intéressés par la proposition de gérer leur propre déploiement Kubernetes. Ils sont moyennement intéressés par ça pour de multiples raisons. Dit autrement, ils sont prêts à arbitrer un niveau de contrôle et de flexibilité afin de ne pas avoir à faire face à la complexité qui est parfois franchement massive de la gestion de Kubernetes, en particulier à grande échelle. Et surtout, si ce n'est pas leur cœur de métier, comme c'est le fait chez nous. And that's okay. Voilà. Il n'y a rien de mal avec cette décision d'utiliser un service géré. En parlant des services cloud et d'AWS en spécifique, un autre aspect intéressant à aborder, c'est Fargate. Alors, c'est quoi Fargate? Bonne question. Merci de l'avoir posé. Il s'agit d'un serverless compute engine ou un moteur de calcul sans serveur, je suppose, qui permet
aux clients d'exécuter des containers à grande échelle sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente. Notre recherche montre que l'utilisation de Fargate augmente régulièrement parmi les organisations qui exécutent des containers dans AWS. Voilà, donc les containers dans AWS, de plus en plus, c'est Fargate. Aujourd'hui, 32%, quand je dis aujourd'hui, c'est des données qui datent déjà de quelques mois, j'ose dire que même aujourd'hui, en juin 2021, c'est même plus, environ tiers, ces gens utilisent Fargate contre 19% il y a un an, et 6%, que 6% il y a 2 ans. Le développement rapide de Fargate contribue probablement à cette tendance, alors qu'il ne prenait initialement en charge que ECS. En 2017, Fargate a ajouté la possibilité d'utiliser Amazon Elastic Kubernetes Service, donc le EKS, merci Amazon, à la fin de l'année dernière. Bon, avec les versions fréquentes, les nouvelles fonctionnalités de Fargate, une forte adoption de EKS, nous prévoyons que la croissance de Fargate continuera de grimper au cours des prochains mois, vu années, ce qui n'est pas vraiment très risqué comme prédiction, honnêtement. Parce qu'il y a une sorte d'effet chante des sirènes, disons, la promesse de ne pas avoir à régler, à optimiser, à peaufiner des paramètres arcanes à gauche et à droite et tout partout. Ce qui est le cas avec Kubernetes, hein, c'est que le peaufinage. Franchement, ce qui nous amène à mon prochain point, après le point numéro 5, c'est le point numéro 3, bien sûr. La surallocation des ressources. La surallocation des ressources. Dans Kubernetes, nous avons la possibilité de spécifier des requests. Donc, requêtes, bien sûr, en français, mais requests, c'est le mot précis qui est employé dans le monde Kubernetes. C'est-à-dire la quantité minimale des ressources dont une pod a besoin pour être programmée ou planifiée ou schedulée sur une node. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre le coût et les performances souhaitées. Voilà, cet équilibre, c'est ça l'enjeu. Si vos pods demandent plus de ressources qu'ils n'en utilisent réellement, Kubernetes ne pourra pas planifier les pods efficacement. Donc, il y aura des ressources à la fois coûteuses et inactives dans le boucle. Gaspillage. Plus que l'échelle est grande, plus qu'il y a de gaspillage. C'est-à-dire de l'argent. Voilà. C'est pas bon ça. Mais ça arrive tout le temps. Afin d'analyser l'étendue de ce problème, nous avons comparé les demandes de processeurs et de mémoire des containers contre leur utilisation réelle. Et nous avons constaté que la plupart des containers sous-utilisent les ressources demandées. Donc, les requests sont suralloués. Le graphique que vous voyez ici indique qu'un pourcentage important des containers utilisent moins de CPU, c'est-à-dire processeurs, que ce qui est configuré. 49% des containers utilisent moins de 30% de leur CPU demandé et 74% des containers en utilisent moins de 80%. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup de gaspillage, c'est beaucoup d'argent qui est, paf, sur la table. Nous constatons un décalage similaire entre l'allocation et l'utilisation de la mémoire. À l'auteur de 45% des containers utilisent moins de 30% de la mémoire demandée et 78% des containers utilisant moins de 80%. Voilà, c'est beaucoup, encore. Bref, ce n'est pas facile de gérer tout ça. C'est ça le problème. Ce n'est pas facile de gérer tout ça. Point barre. Mais pour des organisations ayant des vrais spécialistes dans le domaine, comme chez nous, ce n'est pas facile. Je vous jure que ce n'est pas facile. Donc, pour les entreprises qui ne sont pas vraiment ancrées
ancré dans la technologie spécifique à Kubernetes, c'est presque une bataille perdue, honnêtement. Et on voit ça aussi de l'autre côté des deux graphiques, où la surutilisation des ressources est également évidente. C'est effectivement le même problème, juste de l'autre côté. Et voilà pourquoi la décision, qui est finalement facilement justifiée, de laisser cela entre les mains de votre service cloud géré est prise si souvent. Bon, nous continuons sur la thématique d'allocation de ressources avec le point numéro 6. Outre le dimensionnement des demandes de ressources des pods, la sélection de la taille de nœud optimale pour un cluster Kubernetes, c'est une autre considération assez importante, afin d'optimiser les coûts d'exploitation et les performances des applications. Lorsque nous avons examiné les données ici, nous avons constaté une tendance claire, quand la taille d'un cluster donné augmentait, les nœuds les plus petits étaient remplacés par des nœuds plus grands. Donc, le cluster augmente, donc les nœuds augmentent eux aussi. Alors que Kubernetes est conçu pour être tolérant aux pannes, la défaillance d'un seul nœud, en particulier d'un gros nœud, est susceptible de poser un problème plus grave. C'est logique dans un petit cluster, que dans un petit cluster. La stratégie de distribution des replicas, sur des nœuds plus petits, plutôt que de les regrouper, par contre, ces répliques sur moins de nœuds à haute capacité, peut aider à résoudre ce problème et à améliorer la fiabilité. C'est ça l'idée. Cependant, à mesure que la taille du cluster augmente, les organisations peuvent tirer plusieurs avantages de l'utilisation des nœuds plus grands. Voilà. Alors encore ici, vous voyez que c'est une question d'équilibre. Et il n'y a pas de baguette magique, pas de remède miracle, pas de silver bullet, comme ils disent en anglais, pour répondre à tous les scénarios potentiels. Compte tenu des défis liés à la gestion de grandes flottes de répliques répandues sur plusieurs nœuds, nos clients pourraient tenter de limiter la complexité opérationnelle en utilisant des nœuds plus grands, ce que leur évite ainsi de déployer sur plus de nœuds que nécessaire. Voilà. Et parce que chaque nœud doit allouer une certaine capacité en termes de ressources au système d'exploitation et aux composants Kubernetes de base. Il y a toute une couche là qui est non optionnelle, qui juste est là parce que Kubernetes est là, bien sûr, et le système d'exploitation est là. Parce qu'il faut dédier des ressources là. La consolidation des charges de travail sur des nœuds plus grands pourrait aider à réduire l'ampleur de cette surcharge et également à réduire la charge sur le control plane, ou le plan de contrôle de Kubernetes, qui est lui responsable de la planification de la charge de travail et le management du cluster en général. C'est beaucoup d'informations, hein? C'est beaucoup de mots, c'est beaucoup de nœuds, grappes, plus gros, plus bas. Regarde. Si tout cela fait tourner la tête, vous n'inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. OK? Vous n'êtes pas seul. Encore une fois, c'est des trucs compliqués. Encore une fois, c'est pour ça que de plus en plus, les gens tournent vers les solutions gérées. Cela dit, si vous avez les compétences et le cran de le gérer vous-même, vous pouvez réaliser des vrais gains. Mais faites gaffe, parce que c'est vraiment pas pour tout le monde. Voilà. Bon, c'est tout pour mes 6 points que j'ai voulu aborder. Mais on voit qu'on a un peu de temps d'extra. Donc, je propose donc un point de bonus. Le fameux point numéro 11. Voilà. Donc ici, nous allons aborder un sujet qui est soit plus méta ou plus concret, selon votre perspective. Les images dans les containers. Dit autrement, qu'est-ce qu'on exécute dans les containers? Quels sont les logiciels que nous, en tant qu'industrie technologique, posent dans nos petits seaux d'octets? Alors, revenons à 2018. C'était Nginx, le gagnant,
gagnant, si vous voulez, avec Redis pas loin derrière. Mais même à cette époque, nous avons constaté quelque chose de, bon, j'ose pas dire bizarre, mais notable. Le nombre de data stores, donc des bases de données dans le sens plutôt générique de ce terme, présents dans les containers. Est-ce que Fluentd, c'est une base de données? Est-ce que etcd, c'est une base de données? Bon, bref, des data stores. Si nous isolons que les data stores, encore de cette époque, c'était évident que les gens devenaient de plus en plus à l'aise avec les applications dites stateful, à état, je suppose, contextuellement. Donc, bien sûr, kit d'aujourd'hui. Dis tout simplement les tendances restent à tendance. Voilà. Nous voyons qu'Nginx et Redis sont toujours bien positionnés, ainsi que la petite collection des data stores ensuite. Mais voyons, il y a quand même des nouveaux challengers dans l'arène. Voilà, bataille. Des logiciels type CI/CD dans la forme de GitLab et Jenkins précisément, ainsi qu'un type de data store assez spécifique. Vault. Alors, c'est quoi Vault? Rapidement, c'est une plateforme de stockage de secrets conçue par HashiCorp chez LibLogiciel, qui est très bien adaptée pour des environnements quasi éphémères et automatisés tels que Docker et compagnie. Et j'ai le téléphone qui sonne, je suis désolé. Va arrêter. Je tiens également à souligner un autre élément caché en plein milieu de ce graphique, ce qui est Calico, juste à côté de RabbitMQ, dans le milieu de ce graphe. Calico est la seule introduction, la seule nouveauté dans le hit parade pour 2020-2021. Alors, c'est quoi Calico? Franchement, c'est difficile à résumer. On peut dire que c'est un projet LibLogiciel, déjà, qui se positionne comme solution réseautique et sécuritaire dans le contexte du Kubernetes. Il y a de eBPF et la HNS et plein de bonnes choses là-dedans, mais bon, c'est toute une autre présentation, ça. Ce qui est important, c'est qu'elle est là. Mais ça, c'est les logiciels dans le contexte de Docker spécifiquement. On voit les logiciels dans le contexte de Docker. Donc, j'ai évoqué le mot D en Docker. Si nous basculons plutôt dans le contexte du Kubernetes uniquement, le paysage, si vous voulez, est légèrement différent. Alors, premièrement, c'est quoi Stateful Sets? Selon la documentation Kubernetes francophone, c'est l'objet de l'API de charge de travail utilisé pour gérer des applications avec état stateful. OK. Alors, c'est quoi? Ça gère le déploiement et la mise à l'échelle de l'ensemble des pods, disons, et fournit des garanties sur l'ordre et l'unicité de ces pods. J'adore le mot unicité, l'unicité de ces pods. Donc, le mot-clé de tout ça, c'est stateful. Voilà. Dans les stateful sets, et à mon avis, il n'y a pas vraiment une bonne traduction pour ça en français, faites-moi savoir si vous en avez un. Nous avons trouvé que les data stores un peu classiques, disons, tels que Redis, Elasticsearch, Postgres, RabbitMQ, sont assez connus. Ce qui est présent n'est pas hyper intéressant. C'est plutôt ce qu'on ne voit pas. C'est le chien qui n'aboie pas. Calico, Jenkins, voilà, ils ne sont pas là. Nous ignorons aujourd'hui les raisons exactes de cette différence, mais nous avons quelques hypothèses et nous sommes impatients de les tester avec de nouvelles données pendant cette année et de publier nos résultats d'ici quelques mois. Si vous avez des idées, soit sur la traduction de certains termes en français, soit sur pourquoi il y a un écart entre ce qu'on voit dans le Docker pur et ce qu'on voit dans les stateful sets, ce qui est Docker qui est là-dedans, vous pouvez me contacter. Ici, je suis PHRAWZTY, ça se prononce Frosty sur toutes les choses. C'est le pseudo-hacker que j'ai depuis les années 90 et voilà, je suis Frosty sur toutes les choses, Twitter, GitHub, machin.
Et voilà aussi le lien vers notre container report. C'est tout en anglais, désolé, mais bonne continuation avec. Donc, c'est tout pour moi en termes de slides, en termes de contenu. Peut-être on a quelques questions. Et voilà. Merci d'être venu. J'espère que c'était intéressant, illuminant ou j'espère au minimum pas ennuyant. Bon courage. Si vous êtes en train de dire quelque chose, je ne l'entends pas. Ah, c'est ça les trucs en live, hein? C'est bon. Merci Daniel, merci pour ton talk. En tout cas, je reprends juste la main parce qu'Alexis est parti du coup présenter l'autre talk au niveau des questions. Donc j'espère que ça s'est bien passé, que tu as pris du plaisir à le faire en tout cas. Oui, bien sûr. Il y a eu pas mal de petites réactions. En ligne, donc du coup je vais juste passer sur les questions. Donc surtout n'hésitez pas en fait à poser des questions dans le chat en direct, on va y revenir. Pour le moment j'ai une première question qui était de Joseph Ligier, du coup qui demandait si c'était ECS Fargate ou EKS Fargate ou les deux lors de ta présentation. Ouais, c'est les deux confondus. Ouais. D'accord. Ok, et j'avais une deuxième question de Joseph aussi qui disait est-ce qu'on a des stats en fait sur les versions de Cube qui sont utilisées? Oui, pas dans la présentation, mais dans le rapport. Oui. D'accord. En fait, il y a toute une section là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que la version de Cube utilisée généralement date d'il y a comme 17 mois, quelque chose comme ça. Donc, si vous êtes bleeding edge, vous êtes l'outlier, quoi. Alors, je vérifie, je regarde ça. Écoute, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Okay, on va attendre une petite minute, le temps oui, que mais c'est des deux questions qui sont intéressantes parce que c'est intéressant de gratter un petit peu dans ces données. Ce qu'on a mis dans la présentation, dans le rapport, c'est vraiment juste une sorte de vision globale pour créer un peu d'appétit là-dessus. C'est l'apéro avant les vraies données. Ce qui est difficile pour nous de publier, c'est parfois des détails qui sont plus profonds. Parce que il faut aussi garder la vie privée de nos clients, bien sûr, et parfois c'est difficile de tirer les bons résultats en sachant que les gens ne vont pas non plus dévoiler leurs détails précis. Par contre, j'aime parler de ces choses comme ça. J'adore parler de ces choses comme ça. Alors, il ne faut pas hésiter à me contacter sur Twitter ou quoi que ce soit. C'est ce que j'allais dire, surtout. Bon, j'ai pas d'autres questions, mais c'est ce que je disais. On a. Alors, si, une petite question. On a des statistiques sur les HPA et c'est utilisé, on me demande. Est-ce qu'on a des statistiques sur les HPA? Ouais. Oui. Est-ce que c'est utilisé? Oui. Est-ce que j'ai les données immédiatement en tête? Non. Voilà. Mais comme tu le disais, en tout cas, voilà, n'hésitez pas en fait à contacter Daniel, que ce soit sur Twitter ou même sur les commentaires de la vidéo une fois que tout sera en ligne sur la chaîne YouTube du Paris Conteneur Day. Daniel, en tout cas, se fera un grand plaisir, j'en suis sûr et certain, de répondre aux questions et d'échanger avec vous sur le sujet. Donc, du coup, voilà. Bah, écoute, je pense que de notre côté, on est good côté questions. Nickel. Et du coup, le Paris Conteneur Day continue, en tout cas avec le second live qui a été lancé, qui à mon avis qui est en cours, mais je pense que tout le monde là, vous pouvez foncer directement pour le prochain live. Et sinon, on se retrouve ce soir à partir de 17h pour la suite des événements. N'hésitez pas, vous avez aussi 6 replays à regarder qui sont déjà en ligne, en tout cas sur la plateforme. Et voilà. Et un grand merci, Daniel. Ouais, merci à vous. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne continuation. Salut.